la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, publication de la liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle par la Cour suprême. Ils sont 9 candidats retenus, les autres ont 72 heures pour les recours. Des migrants guinéens regagnent Conakry. Ces jeunes au nombre de 139 viennent de la Tunisie. À l'aéroport Ahmed Sékou Touré, ils ont été accueillis par des cadres du ministère des Affaires étrangères. L'icône de la musique guinéenne Sékou Bembeya Diabaté Diamond Fingers annonce la fin de sa carrière musicale. L'événement sera célébré à travers la dédicace d'un double album. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal qu'on ouvre par ce décret. Décret D 2025-0216 PRG SGG portant nomination des hauts cadres au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat, Aménagement du territoire chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Conseiller chargé du foncier et de la promotion immobilière, M. Ibrahima Djigui Bari, précédemment directeur général du Fonds de garantie hypothécaire FGH. 2. Directrice générale de l'Agence nationale de rénovation urbaine ANRU, Madame Fatoumata Kamara. 3. Directeur général adjoint de l'Agence nationale de rénovation urbaine ANRU, Monsieur Alpha Boubacar Ba. 4. Directeur général de l'Agence guinéenne de financement du logement Agifil, Monsieur Moussaïes Kaba, précédemment directeur général adjoint de l'Agence nationale de salubrité publique. 5. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne de financement du logement Agifil, M. Abdul Karim Ba. 6. Directrice générale du Fonds national du foncier, de l'urbanisme, de l'habitat, FNFUH, Madame Adia Aïssatou Baldé, précédemment directrice générale adjointe de la dite direction. 7. Directeur général adjoint du Fonds national du foncier, de l'urbanisme et de l'habitat FNFUH, Monsieur Khalifa Soumano, précédemment gestionnaire du portefeuille au Fonds d'appui aux collectivités. 8. Directrice générale du Fonds de garantie hypothécaire FGH, Madame Moya Kondé, précédemment directrice générale de l'Agifil. 9. Directeur général adjoint du Fonds de garantie hypothécaire FGH, Madame Aïcha Silla, précédemment directrice générale adjointe de la dite direction. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 9 novembre 2025, signé le président Mamadi Doumbouya. Direction aéroport international Ahmed Sékou Touré pour parler de l'arrivée des délégations industrielles à Conakry pour le démarrage de l'exploitation du gisement de fer du Simandou. Conakry accueille depuis ce dimanche 9 novembre 2025 les délégations de haut niveau du méga-pay du Simandou et autres grandes personnalités. Compte rendu Oumar Bari. C'est un tournant historique pour la souveraineté économique de la République de Guinée. En prélude à la cérémonie de lancement de l'exploitation du gisement de fer de Simandou, prévue ce mardi 11 novembre 2025, Conakry accueille déjà depuis ce dimanche 9 novembre 2025 les délégations de haut niveau des partenaires industriels du méga-projet et autres grandes personnalités. Ce moment d'une portée stratégique inédite marque l'entrée irréversible de la Guinée dans l'ère de l'exploitation du minerai de fer, qui sera suivie par la transformation locale des ressources dans la perspective
de renforcer durablement la souveraineté économique du pays. Le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, et le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Ismaël Nabé, ainsi que le conseiller à la présidence Ousmane Doumbouya, au nom du président du comité stratégique de Simandou, Djiba Diakité, était en première ligne cet après-midi à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pour accueillir les premières délégations. Parmi les partenaires stratégiques déjà arrivés figurent notamment Zhang Bo, PDG du groupe Weiqiao, géant mondial de la production d'aluminium, réalisant un chiffre d'affaires annuel de plus de 74 milliards de dollars et actionnaire majeur sur les blocs 1 et 2 de Simandou, aux côtés de Winning Consortium Simandou. Madame Lou Yuan, assistante du PDG du groupe Weiqiao, Monsieur Georges Yao, ancien ministre des Affaires étrangères de Singapour, Monsieur Li Yixian, président de Business China à Singapour et ancien ministre du Commerce de Singapour, ainsi que plusieurs autres membres de la délégation. Le projet Simandou, sous le leadership de M. le Président Mamadi Doumbouya et sous la collaboration et coordination avec des partenaires dans notre projet. Donc ce projet arrive à la réussite aujourd'hui. Il est vraiment très content et harmonieux pour aujourd'hui. C'est ma première visite en Guinée, un pays dont j'ai beaucoup entendu parler. Nous avons effectué ce déplacement pour participer au lancement du méga projet Simandou. C'est un jour historique pour la Guinée. Venant de Singapour, nous sommes fiers de prendre part à ce projet d'envergure qui représente une véritable opportunité pour le peuple guinéen. Je suis très heureux d'être à Conakry une fois de plus. Nous serons bientôt témoins du lancement du projet Simandou, un événement attendu depuis de nombreuses années. Ce lancement revêt une importance particulière, tant pour le consortium que pour le peuple guinéen. Parmi les délégations déjà accueillies à l'aéroport, figurent également des représentants du géant minier Rio Tinto, conduit par Bold Batar, directeur commercial du groupe. La complexité et la taille du projet et surtout son impact que ça aura sur la Guinée est quelque chose qui leur tient beaucoup à cœur. Le projet va créer des milliers d'emplois dont vont bénéficier les Guinéens et ils sont très heureux de participer à cela. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration du projet Simandou. C'est un projet stratégique et important pour le groupe Rio Tinto et sont très heureux d'avoir travaillé avec l'État guinéen pour la réalisation du projet. Avec l'arrivée à Conakry des dirigeants des grandes industries mondiales, celles qui produisent et transforment le fer, l'acier et l'aluminium à l'échelle planétaire, la Guinée concrétise ce que beaucoup considéraient depuis plusieurs décennies comme un horizon impossible. La transformation structurelle de l'économie guinéenne commence maintenant sous le leadership visionnaire de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Selon le protocole officiel, d'autres délégations de haut niveau sont attendues dans la nuit de ce dimanche et au cours de la journée de demain lundi afin de compléter l'ensemble des partenaires convergents vers Conakry en vue de la cérémonie historique du mardi 11 novembre à Mourébaya. Il s'agit notamment du vice-premier ministre chinois, des délégations du géant mondial de l'acier Baou, conduite par Hu Wangming, et du géant minier anglo-australien Rio Tinto, dirigé par Dominique Barton. Plusieurs chefs d'État africains sont également attendus pour ce moment historique pour la République de Guinée. Il faut dire que la Guinée s'achemine aussi vers l'élection présidentielle. La Cour suprême a publié hier la liste provisoire des candidats retenus. Sur 51 candidats au départ, 9 ont été retenus par la plus haute juridiction du pays. Les autres ont 72 heures pour contester ce résultat, suivant la procédure prévue par la loi organique. Reportage Amadou Touré, Abdul Razak Kassouma.
En cette audience de ce samedi 8 novembre 2025 de la Cour suprême portant sur la délibération sur la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, le procureur général a rappelé les critères de validation des dossiers de candidature à l'élection présidentielle en Guinée comme consigné dans le code électoral et la constitution guinéenne. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 44 ans au moins et de 80 ans au plus. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Qu'en outre, l'article 128 de la même loi électorale indique les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin. Les déclarations de candidature sont faites en double exemplaire revêtues de la signature du candidat et attestant sur honneur remplir les conditions d'éligibilité requises. Le chef du greffe de la Cour constitutionnelle délivre un récépissé aux intéressés. Ce récépissé ne confère pas la validité aux candidatures déposées. Dans les 2 jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat verse auprès du Trésor public une caution dont le montant est fixé par l'OTIGE. La caution des candidats non retenus est remboursée dans un délai n'excédant pas 7 jours à compter de la date du rejet de la candidature. Le montant de la caution est remboursé au candidat lorsque celui-ci totalise au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Qu'au surplus, il convient de rappeler les dispositions de l'article 129. La déclaration de candidature doit comporter A. Une lettre de candidature dûment signée par le candidat conforme au modèle établi par la Direction exécutive nationale des élections. B. Une fiche d'identité comportant la photographie la plus récente du candidat, les prénoms et noms, la filiation, la date et le lieu de naissance, les mentions de la fonction, de l'emploi et le lieu de service. C. L'extrait de l'acte de naissance. D. Le certificat de nationalité. E. Le certificat de résidence. F. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant d'au moins de 3 mois. G. Le récépissé de dépôt de la caution prévue à l'alinéa 1er de l'article 275 du présent code. H. L'attestation par laquelle le parti politique reconnu légalement constitué investit l'intéressé en qualité de candidat avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression bulletin. E. L'attestation délivrée par la DENEL pour le candidat indépendant avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'il a choisi pour l'impression des bulletins. J. La liste des parrainages pour les candidats indépendants avec indication de la couleur, du signe ou du logo qu'ils ont choisi pour l'impression des bulletins, conformément aux dispositions du titre 3 du livre 1er du présent code. Car la copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur est bien du candidat. Sur la base de ces critères, la Cour, après examen des 51 dossiers de candidature, déclare: la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 est arrêtée comme suit. Monsieur Abdoulaye Yero Baldé, Madame Makale Kamara, Monsieur Ibrahima Abe Silla,
M. Faya Lansana Milimono, M. Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabe, Elhadj Mbouna Keïta, M. Mamadi Doumbouya, M. Mohamed Cherif Tounkara. Poursuivant, le président de cette audience a indiqué que les postulants dont les dossiers de candidature n'ont pas été validés ont 72 heures pour interjecter appel auprès de la plus haute juridiction du pays. Celle-ci a 48 heures pour examiner ces contestations avant de proclamer les résultats définitifs. Les conseillers nationaux viennent d'adopter en séance plénière le volet de la loi de finances rectificative 2025 à l'unanimité. Il est évalué à plus de 43 000 milliards contre 35 000 milliards en loi de finances initiale 2025. Mais avant son adoption, de nombreuses recommandations ont été formulées par le CNT à l'intention du gouvernement. Le point avec Robert Siditolno. Le volet recette de la loi de finances rectificative 2025, évalué à plus de 43 000 milliards contre plus de 35 000 milliards, a été adopté à l'unanimité des conseillers nationaux présents. Dans le souci d'élargir l'assiette fiscale, d'améliorer certains impôts et renforcer les recettes intérieures propres, l'organe législatif de la transition a indiqué dans son rapport final des mesures d'ajustement. Obstant une amélioration sensible de la mobilisation des recettes, le CNT invite les régies à redoubler d'efforts en vue d'un élargissement substantiel de l'assiette fiscale, notamment par l'identification et la mise à contribution de nouvelles catégories de recettes, la formalisation progressive des entreprises du secteur informel, le renforcement des dispositifs de suivi, de contrôle et d'évaluation du rendement des recettes. Le CNT attire de nouveau l'attention du gouvernement sur l'urgence de restructurer EDG par, premièrement, une amélioration substantielle de la capacité de recouvrement des factures d'électricité, une révision du modèle de gestion et de gouvernance de l'entreprise. Au-delà des multiples charges que le budget national de développement supporte déjà au compte d'EDG, le CNT constate la perte répétée de recettes sûres au profit de cette entreprise et invite en conséquence le ministre de l'Énergie et celui en charge des Finances à prendre les mesures correctives qui s'imposent. Le ministre du Budget représentant le gouvernement à cet exercice s'est engagé à l'application stricte de toutes les recommandations formulées par le CNT. Vous pouvez avoir toute la volonté de réforme si vous n'êtes pas soutenu par un chef de l'État qui est réformateur et à chaque fois que vous lui soumettez quelque chose comme réforme qui va dans le sens de renforcer la gouvernance de la gestion des recettes, si vous n'avez pas un tel soutien, ces réformes-là deviendront des vœux pieux. Devant les enjeux liés à la mobilisation des recettes intérieures propres nécessaires pour faire face aux urgences et améliorer les conditions de vie des populations, le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, a appelé au suivi des recommandations. La fiscalité doit être perçue non seulement comme un instrument de collecte, mais comme un levier de justice sociale, de souveraineté économique et de construction nationale. Nous devrons poursuivre la digitalisation des procédures fiscales et douanières, renforcer la lutte contre la fraude, améliorer la gouvernance des entreprises publiques et promouvoir une transparence budgétaire accrue. Le CNT réitère ses encouragements au gouvernement pour la poursuite des réformes engagées et renouvelle sa disponibilité pour un dialogue constructif et surtout pour un contrôle responsable tout en agissant dans l'intérêt supérieur de notre nation. Les travaux se poursuivent par l'examen les jours à venir du volet dépenses de la LFR avant son adoption finale en séance plénière. À l'occasion de la Biennale de Guinée-Biéguip, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, ont rehaussé samedi de leur présence l'ouverture officielle de cet événement majeur, un rendez-vous d'envergure qui met à l'honneur les icônes de la musique guinéenne. Reportage Oumar Bari.
C'est dans une atmosphère de fierté nationale et d'émotion partagée que s'est ouverte ce samedi 8 novembre 2025 la toute première édition de la Biennale de Guinée-Biéguip, placée sous le thème évocateur « La Guinée, notre paradis ». L'événement s'est tenu dans la légendaire salle des congrès du Palais du Peuple, symbole fort de l'histoire et de la culture guinéenne. La cérémonie d'ouverture était honorée par la présence de hautes personnalités, notamment le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, ainsi que le ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité. Le pays invité d'honneur, le Rwanda, était représenté par une importante délégation conduite par le secrétaire permanent du ministère de la Culture et de l'Art du Rwanda. Après 67 ans d'indépendance, la Guinée s'affirme plus que jamais comme une terre de culture, de dialogue, de création et d'opportunités. Cette dynamique s'inscrit dans la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, pour qui la culture constitue l'un des leviers essentiels de la souveraineté nationale. C'est dans cet esprit que la Biennale de Guinée trouve toute sa signification en tant que prolongement du deuxième pilier du programme Simandou 2040, dédié au rayonnement culturel et à la valorisation du patrimoine guinéen, conformément à l'initiative Branding Guinée, la Guinée fait. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïsila, au nom du ministre directeur de cabinet de la présidence, Diba Diakité, président de la cérémonie, a souligné le rôle fondamental de l'État dans la création d'un environnement propice à l'émergence des talents appelés à devenir des industries créatives génératrices d'emplois, de valeur et d'influence. Il a également salué la présence du Rwanda, dont la participation témoigne de la solidité des liens culturels et diplomatiques entre Conakry et Kigali. Il a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour avoir placé la culture au centre de ses priorités. Les arts sont la respiration des peuples et la culture leur mémoire vivante. Ici, à Conakry, cette respiration prend la forme d'une biennale qui célèbre la créativité, la diversité et la fraternité. Si cette grande rencontre que nous vivons aujourd'hui se tient, j'aimerais commencer par cela, c'est grâce à la vision du chef de l'État, du président de la République, Mamadi Doumbouya, que je vous prie d'acclamer, qui n'a jamais cessé de soutenir la culture et de lui accorder une place stratégique dans sa vision de développement national matérialisée à travers le pilier 2 du programme Simandou 2040. La culture est donc au cœur de sa vision, de la vision de son Excellence Monsieur le Président, comme l'un des leviers de souveraineté les plus puissants. Elle constitue le deuxième pilier de sa stratégie nationale et aussi tient compte d'un objectif assez important, celui de faire de notre pays un pays de destination, d'où la naissance d'un projet important qu'on appelle le Branding Guinée, qui est une des visions du chef de l'État et que nous appelons dans notre jargon Guinée fait, car il s'agit du socle commun que notre pays a. La Guinée fait, le Branding Guinée, c'est une initiative qui s'inscrit dans la continuité de l'œuvre de nos pères fondateurs qui ont su faire rayonner la Guinée à travers la musique, la danse, le cinéma et les pensées. Sous le leadership du chef de l'État, cette lumière est transmise aux générations futures. La Biéguip, c'est donc ce pont entre mémoire et modernité, entre la profondeur de notre histoire et l'audace de notre avenir. Lors de son intervention, Ablaye Mbaye, artiste et entrepreneur culturel, coordinateur général de l'événement, a insisté sur la portée symbolique et historique de cette première édition, dédiée également à la célébration des artistes qui ont marqué la musique guinéenne et a lancé un appel à l'implication de tous les acteurs, autorités, artistes et citoyens dans la construction d'une Guinée créative et prospère.
C'est pour moi un immense honneur et une grande émotion de vous souhaiter la bienvenue à la première édition de la Biennale de Guinée, Biegip. Initiative La Guinée fait, Branding Guinée, inscrite dans le programme Simandou 2040 sous le deuxième pilier éducation et culture. La Biegip est avant tout un rendez-vous de fierté, de créativité et d'unité. Elle rassemble nos talents, nos traditions et nos innovations autour de la culture, du tourisme, de la technologie, de l'éducation et du bien-être. C'est une plateforme où se rencontrent les idées, les émotions, les énergies pour imaginer la Guinée de demain. Permettez-moi de saluer le leadership visionnaire du ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité, dont l'engagement et la détermination ont permis à la Biennale de Guinée de prendre vie. Son accompagnement constant a fait du branding Guinée, la Guinée fait, un véritable moteur de valorisation de notre identité et de notre rayonnement international. Au-delà d'un simple festival, la Biennale de Guinée se veut une infrastructure immatérielle, un moteur économique et un accélérateur de transformation culturelle. Les participants, artistes, chercheurs, investisseurs, entrepreneurs et créateurs venus de Guinée et d'ailleurs ont pu assister à des moments d'échange intenses, de partage de valeurs et de performances artistiques d'une grande richesse. Chorégraphie impressionnante, sonorités musicales envoûtantes et ambiance conviviale ont rythmé cette soirée d'ouverture, marquant ainsi le début d'une aventure culturelle appelée à s'inscrire durablement dans le paysage africain. Environnement avec la validation du troisième rapport portant sur les avancées de la Guinée dans l'application de ses engagements internationaux en faveur du climat. Le document ainsi validé sera communiqué au secrétariat des Nations Unies, ce qui permettra à notre pays de figurer parmi les nations les plus engagées dans la réduction du réchauffement de la planète et l'adaptation des communautés déjà impactées par le bouleversement climatique. Compte rendu, Mamadou Alpha Baldé Diarra-Diallo. Dans la longue lutte contre la mauvaise gestion des produits chimiques et déchets dangereux dans nos cités, la Guinée renforce la coordination des actions sur le terrain à travers l'unification des activités liées à la mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm et de Minamata, ainsi que le cadre mondial sur les produits chimiques. Cet atelier contribuera à renforcer les capacités nationales en matière de gestion des produits et substances chimiques et des déchets dangereux, améliorer la mise en œuvre des conventions concernées par une approche intégrée, favoriser le partage d'informations et de bonnes pratiques entre les parties prenantes. L'espoir est permis de rassurer qu'à la sortie de cet atelier, nous aurons un conseil national multisectoriel de gestion des produits et substances chimiques renforcé, informé, sensibilisé. Ces conventions dont la Guinée est signataire fixent les règles interdisant l'utilisation d'un certain nombre de produits dangereux pour l'homme, pourtant présents dans notre quotidien. Nous sommes exposés à des produits que nous n'arrivons pas à cerner ou qui sont très dangereux, que nous employons nuit et jour, et pour mettre à l'abri la population, les consommateurs, parce qu'ils ne connaissent pas exactement ce qui est en train de se passer à travers les produits qu'ils sont en train de consommer. À travers cette rencontre multi-acteurs, les membres du Conseil national de gestion des produits chimiques et les cadres du secrétariat sont mieux outillés contre les risques des produits chimiques et déchets dangereux sur la santé humaine et environnementale à tous les niveaux.
La campagne de vulgarisation de Simandou 2040 est lancée ce matin à Kindia. L'initiative vient des jeunes Guinéens de la diaspora en collaboration avec le ministère de l'Environnement. Ils sont venus apporter leur soutien à ce méga projet à travers la sensibilisation des populations de la capitale et des régions administratives. Reportage Bakary Bambakonde. Le projet Simandou, pilier de l'ambition économique guinéenne, fait l'objet d'une nouvelle dynamique de communication. Le collectif Diaspora Lanhoundé, regroupant des jeunes Guinéens établis à l'étranger, a officiellement lancé sa campagne de sensibilisation et de vulgarisation à Kindia ce dimanche. Sa mission, informer en profondeur les populations de cette région administrative ainsi que la zone spéciale de Conakry sur les jeux et les retombées attendues de ce méga projet minier. Il est important que la jeunesse comprenne ce projet. C'est une tournée qui est soutenue par la ministre de l'Environnement et du Développement durable et l'Agence guinéenne d'évaluation environnementale. Les membres du collectif ont utilisé un langage simple, notamment en langue du terroir, pour démystifier les aspects techniques et financiers du projet, insistant sur l'impact local, emploi, infrastructure, santé et éducation. Quand on parle ici du programme de Simandou, c'est l'émergence de la jeunesse, c'est l'émergence de la Guinée, c'est l'émergence des citoyens de ce pays. Pour assurer leur campagne, les membres du collectif prévoient de s'allier aux autorités locales, aux chefs de quartier et aux organisations de jeunesse dans chaque région. Si nos enfants, alors vraiment nos frères, maintenant de la diaspora, maintenant se déplacent pour venir se mettre avec nous, alors sincèrement, ça nous va tout droit au cœur. Nous nous engageons fortement avec eux, mettre à point tous les objectifs dans ce pays. En prenant l'initiative de descendre sur le terrain, le collectif Diaspora Lanhoundé démontre que la jeunesse guinéenne, où qu'elle se trouve, peut profondément s'investir dans l'avenir économique du pays. L'étape de Kindia marque le début d'un effort national pour faire de Simandou un projet compris et soutenu par tous. Sur le plan de la formation, l'Autorité nationale d'assurance qualité ANAQ a procédé à la publication des résultats définitifs des évaluations des institutions et programmes de formation. Depuis 2017, cette structure œuvre à la qualification du système universitaire guinéen pour un enseignement supérieur performant et compétitif. Compte rendu Mounir Bari. C'est une étape importante franchie par l'Autorité nationale d'assurance qualité, relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. L'ANAQ s'emploie depuis plusieurs années à améliorer la qualité de la formation dans les universités et institutions du pays. Pour l'exercice 2024-2025, 19 programmes sont accrédités et 3 institutions habilitées à délivrer des diplômes reconnus. Un plan de rémédiation doit être mis en œuvre pour tous les programmes qui ont été accrédités et pour toutes les institutions habilitées. Ce plan de rémédiation tient compte des faiblesses qui ont été constatées au cours de l'évaluation et les entités évaluées ont l'obligation de corriger les 80% des insuffisances constatées au cours des 2 prochaines années. Nous avons travaillé pendant 2 années pour postuler et aujourd'hui c'est chose faite. Il s'agit d'une administration qui nous permet de délivrer nos diplômes et des diplômes de qualité à nos étudiants. L'ANAQ fonde son action sur des standards internationaux. Sous la supervision du conseil scientifique, les critères d'évaluation sont examinés avec rigueur. Depuis en fait quelques années, nous sommes sur ce processus et les résultats de cette année nous donnent également un sentiment de satisfaction. Nous encourageons les institutions d'enseignement supérieur qui n'ont pas encore participé à ces processus d'évaluation de faire pour continuer à s'améliorer. L'institution entend poursuivre ses efforts pour maintenir le cap de l'excellence académique. Selon la convention ratifiée par la Guinée auprès des Nations Unies, tout diplôme reconnu au niveau national et international doit provenir d'un programme accrédité, une institution habilitée par l'ANAQ.
Toujours dans l'actualité, le ministre de l'Information et de la Communication était ce matin à Forêt-Caria, où il a présidé une cérémonie de prière en faveur de la paix et de l'unité nationale, organisée à Kalia par le mouvement J'aime les actions de Doumbouya. Cette rencontre a été mise à profit pour magnifier le travail abattu depuis le début de la transition pour le développement de la Guinée par le chef de l'État. Également, les populations ont remercié le ministre Fana Souma pour le succès dans la mise en œuvre de sa feuille de route dans le secteur des médias. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. À Kalia, une des communes rurales de Forêt-Caria, les populations suivent de près l'actualité et apprécient les projets de développement entrepris par le CNRD. Reconnaissants et soucieux pour la réussite de ces projets dans une Guinée apaisée, les habitants de la localité, à l'initiative du mouvement J'aime les actions de Doumbouya, ont initié une importante cérémonie de prière pour invoquer la grâce divine pour la prospérité du pays et pour traduire leur engagement à soutenir le président de la République dans sa vision pour une Guinée émergente et unie. Cette lecture du Saint-Coran est organisée pour la Guinée. Nous remercions le général Mamadi Doumbouya pour ce qu'il fait en Guinée. Nous apprécions et nous le soutenons. Forêt-Caria a décidé d'organiser dans sa sous-préfecture de Kalia une lecture du Coran pour demander au Tout-Puissant Allah de raffermir encore la force, l'intelligence et le pouvoir de Mamadi Doumbouya afin d'amener le pays là uniquement sur la voie du progrès. C'est pour cela qu'ils ont misé sur le ministre Fana Souma qui répond réellement à certains critères, ce qu'on appelle les critères, c'est-à-dire d'amour, de solidarité, de partage. Ils ont dit qu'il est une véritable incarnation et que Mamadi Doumbouya ne s'est pas trompé en le choisissant comme ministre surtout de la communication. À cette cérémonie, les habitants de Kalia ont rendu hommage au ministre Fana Souma pour ses efforts continus dans la mise en œuvre du programme du chef de l'État en matière d'information et de communication, ce qui permet notamment aujourd'hui aux zones rurales de rester informées. Avec la présidentielle qui pointe à l'horizon, cette cérémonie de prière consacre également la volonté des habitants de la localité à œuvrer pour la réussite de cette phase dans l'histoire de la Guinée. Ce que le président de la République est en train de faire pour le pays, c'est vraiment incomparable. Depuis qu'il est là, il a changé beaucoup de choses. Et vous avez vu même la ville de Forêt-Caria avec des grandes actions qui sont en cours, des grandes réformes qui sont en cours. Je crois qu'on est vraiment satisfait. Donc, nous sommes venus pour participer à cette lecture du Saint-Coran. Et puis on a imploré la grâce divine pour qu'il répande sa miséricorde sur tout le pays et puis surtout sur le chef de l'État, le président Mamadi Doumbouya, et que les élections qui arrivent, que ça se passe très bien, dans les meilleures conditions. Au nom du président de la République, général Mamadi Doumbouya, le ministre de l'Information et de la Communication a annoncé le démarrage dans les prochains jours de travaux de rénovation de la mosquée de Kalia, suscitant une vague de remerciements et de bénédictions en faveur du chef de l'État. Un geste fort qui répond à une des préoccupations des fidèles musulmans dans cette localité. À Conakry, les communes se mobilisent pour rendre plus concrète leur stratégie de communication locale autour des 3 priorités, l'engagement citoyen, l'inclusion sociale et la résilience face au changement climatique, une démarche participative soutenue par l'ANAFIC et l'Agence française de développement. Reportage Marouane Kamara. À travers cette session de formation des autorités locales, les 13 communes de la capitale pourraient se doter désormais d'un plan de communication locale. Elle est initiée par l'Agence nationale de financement des collectivités locales pour informer, sensibiliser et impliquer les citoyens dans la gestion locale. À l'arrivée de l'ANAFIC, on a installé les mécanismes de gestion de réclamation dans les 362 communes de l'intérieur. On est en train d'installer encore les mêmes comités de gestion de réclamation dans ces communes. C'est un comité qui permet d'établir une bonne relation entre les responsables des autorités locales et la population. Nous incarnons l'autorité, mais nous ne sommes rien sans la population. Donc pour qu'il y ait un résultat, il va falloir qu'on aille vers eux, qu'on communique vers eux, qu'on s'inquiète des réalités et ensuite proposer des palliatifs. Au cœur de cette démarche,
l'opérationnalisation de la stratégie de communication locale des communes de Conakry sur l'engagement citoyen, l'inclusion sociale et la résilience au changement climatique. Il a été question de partager avec les communes de Conakry des instruments et des outils liés à la budgétisation participative, des outils liés à l'engagement citoyen tel que le suivi évaluation participative, mais aussi le système d'alerte précoce. On a l'habitude de faire le budget classique en s'enfermant entre 4 murs. Et on veut passer à une autre étape de ce processus-là pour que le citoyen se prononce sur l'élaboration du budget. Porté par l'ANAFIC avec le soutien financier de l'Agence française de développement AFD, cette initiative ambitionne de bâtir une capitale plus participative, plus inclusive et plus résiliente face au changement climatique. Dans une dynamique de compétitivité des PME, la formation est indispensable. Ici à Conakry, le centre d'appui aux PME vient d'être équipé d'ordinateurs bureautiques. C'est un geste d'une entrepreneur de la place qui elle-même a affûté ses armes à l'école de la Direction nationale des PME et du contenu local. Abdul Karim Kamara. Au ministère de l'Industrie, les futurs centres d'appui aux PME sont attendus avec beaucoup d'espoir. La Direction nationale des PME caresse le rêve de les voir comme des centres de transfert des kits d'incubation. Déjà opérationnel, le CAPME de Conakry a désormais un centre informatique qui vient d'être équipé à travers un don de 20 ordinateurs bureautiques. Je vais commencer tout d'abord à remercier la donatrice pour ce don. Les PME aujourd'hui sont en train de dévoler de leurs propres ailes, mais avec l'accompagnement des uns et des autres, y compris même le département, à travers Madame la ministre de l'Industrie et des PME. La bonne samaritaine, c'est elle, entrepreneur chevronnée à la tête d'une fondation de charité. Pour elle, ce don d'ordinateur à la DNPME est une manière de galvaniser les entrepreneurs en gestation. Je suis entrepreneur depuis 11 années et quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Et à l'époque, je me souviens quand j'étais en Guinée, j'avais pas eu accès à ce genre d'outils tout de suite qui m'étaient mises sur ma table pour me former. Et après les formations que j'ai eu à donner dans ce même lieu, et dès qu'on m'a parlé d'offrir des ordinateurs pour des jeunes, c'est pourquoi de bonne foi, j'ai pas hésité à le faire. Se doter de ressources supplémentaires pour nous assurer que notre département remplit sa mission au service développement industriel, c'est un souci constant qui est le nôtre. Et nous invitons beaucoup de personnes à s'inspirer d'elle, de travailler en synergie avec nous, de venir en appui. D'ores et déjà, la Direction nationale des PME s'est lancée dans la formation d'un noyau de moniteurs qui, à son tour, se mettra au service des PME pour la consolidation de leurs aptitudes. La SEG tente d'optimiser son organisation interne pour une gestion plus performante. Pour y arriver, la direction générale de cet établissement public a réuni ses principaux acteurs en vue d'envisager des mesures adéquates pour une meilleure desserte en eau potable. Reportage Mariam Kamara. Clarifier le statut de la SEG et optimiser son organisation interne pour une gestion plus performante. Tel est l'objectif actuel que s'est fixé la Société des eaux de Guinée. Pour y arriver, la direction générale de cet établissement public a réuni ses principaux acteurs en vue d'envisager des mesures adéquates. Cette deuxième session de l'année a surtout été l'occasion d'adopter des résolutions importantes, notamment sur le plan budgétaire. Nous avons eu une session fructueuse où on a fait des recommandations, on a pris des résolutions pertinentes. Et naturellement, on a également soulevé la question de l'implication de la SEG dans le programme Simandou 2040. Et nous lui avons suggéré de préparer un plan stratégique et adapté aux objectifs du programme de Simandou 2040, d'exprimer les besoins de la population du pays entier en matière de fourniture d'eau potable dans le contexte du Simandou 2040. Pour la direction générale, des études approfondies et concluantes sont disponibles pour permettre à la société de répondre aux futurs besoins de la Guinée. Seulement en Guinée, où aujourd'hui il y a une étude disponible qui prend en compte 25 années de déficit en eau et qui se projette sur la disponibilité de la ressource pour les 15 prochaines années de besoins. Ça fait 40 années de besoins qui vont être réalisés en infrastructure.
c'est une première, c'est une très grande avancée pour le secteur. Il nous a été fortement instruit de se pencher là-dessus, de se mettre en rapport, en synergie avec les autres départements sectoriels pour qu'il y ait une action inclusive. Sur le terrain, cette volonté de modernisation se concrétise petit à petit. Une centaine de motos neuves sont mises à la disposition des agents. Cette dotation vise à accroître leur mobilité et leur capacité opérationnelle au quotidien. À Mamou, remise d'équipements médicaux et de matériel de secours destinés aux agents de la protection civile et aux structures hospitalières de la région administrative. Cette action s'inscrit dans une dynamique de renforcement de capacités locales afin d'améliorer la réponse aux urgences sanitaires et aux accidents de la route. Compte rendu, Abdoulaye Ningelande Diallo. Cette remise d'équipement marque une étape significative dans l'accompagnement du gouvernement dans sa politique de développement local et dans la promotion de la coopération décentralisée. Elle illustre la volonté commune de la maison mère et ACOPED d'apporter des solutions concrètes et durables aux défis sociaux et sanitaires auxquels font face les communautés de Mamou. C'est une vision humaniste, une vision de développement durable. C'est une vision de bien-être pour une population. Et le bien-être, ça veut dire santé, éducation. Nous remercions très sincèrement l'ACPED à travers l'ONG, la Maison Mère. Et ces équipements seront utilisés à bon escient uniquement pour le service de la population de Mamou. En plus de ces équipements, l'ONG a également réalisé un autre projet de grande envergure, la construction et l'équipement d'une école écologique au secteur Amdallaye dans la commune urbaine de Mamou. Nous avons lancé le programme d'accompagnement toujours avec l'ACOPED qui a appuyé la construction d'une école écologique. C'est une première de 2 salles de classe pour la maternelle. Cette école en tout cas permettra d'expérimenter une pratique écologique dans la gestion et la pratique quotidienne aussi des élèves qui seront enseignés à la gestion de l'environnement. Nous nous engageons à continuer à soutenir les initiatives qui contribuent à l'amélioration de la sécurité, de la santé et de l'éducation dans notre région. Dans la continuité de cette dynamique, l'ONG Maison Mère et son partenaire ACOPED réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération et à étendre ces initiatives à d'autres localités du pays, toujours au service des communautés et du développement durable. Cérémonie de pose de la première pierre d'un centre de santé amélioré et d'une mosquée dans le district de Sandafara, dans la préfecture de Dinguiraye. L'œuvre vient d'un fils de la localité, l'âge Daouda Sissé, pour appuyer l'État dans la prise en charge des patients. Cet événement officiel est marqué par la présence massive des habitants de la localité et l'autorité régionale de Farana. Ibrahima Oulem Fofana, reportage. Dans la préfecture de Dinguiraye, le district de Sandafara, relevant de la sous-préfecture de Dialakoro, est en pleine mutation. Ici, les habitants de la localité sont réunis autour de cette bonne nouvelle, celle du démarrage de la construction d'un centre de santé moderne et d'une mosquée. Vraiment, j'ai un sentiment de fierté et de reconnaissance vis-à-vis de la communauté de Sandafara. À sa tête, Elhadj Daouda Sissé, un opérateur infatigable. C'est une communauté qui est vraiment dans l'esprit de la transition et qui s'est résolue à accompagner l'effort du gouvernement dans le sens du développement de nos localités. Mon sentiment au nom de M. le gouverneur, c'est un sentiment de satisfaction et de fierté surtout, car voyant la taille des œuvres qui sont réalisées sur ce site, cela grâce à la participation d'un citoyen, d'un fils de terroir, qui à sa manière veut participer au développement du pays, on ne peut que s'en réjouir et le féliciter, le remercier. Ce bijou est moderne et indispensable à la santé des populations de la localité. Aujourd'hui, nous avons un bon président qui a le souci du développement de notre pays. C'est pourquoi, après le reprofilage des 18 km, nous avons décidé de procéder à la construction de ce centre de santé moderne. Le plan que le gouvernement nous a exigé, c'est avec ça qu'on construit cet édifice de 14 bâtiments plus une mosquée.
Autre action forte, des fils ressortissants, celle de profilage des 18 km, ils sollicitent du gouvernement le bitumage. Les nouveaux agents des services vétérinaires et l'environnement viennent de recevoir à Dalaba des satisfecit et des prix pour la pertinence de leur rapport de stage sur l'épidémiologie de terrain. Cette 5e cohorte porte le nom de Dr Alimatou Sirandou Diallo, secrétaire général du ministère de l'élevage. Les précisions avec Mamadou Patebalde, notre correspondant dans la région. Suivez. En Guinée, la lutte contre les maladies animales, y compris les zoonoses, constitue une priorité pour le ministère de l'élevage et ses partenaires. Pour élever le défi, la Direction nationale des services vétérinaires vient de renforcer à l'ISMEF de Dalaba les capacités des 25 agents des services vétérinaires et de l'environnement. Cette formation, c'était juste pour renforcer les capacités en épidémiologie du terrain en vue d'améliorer la surveillance et la riposte contre les maladies zoonotiques. Et nous estimons qu'ils ont vraiment suffisamment de compétences pour aller intervenir sur le terrain. La FAO continuera d'être toujours présent auprès des services vétérinaires, pas seulement pour ce programme de formation, mais pour tout autre besoin auquel les services vétérinaires émettront une requête auprès de la FAO. Cette formation de 4 mois a permis à la 5e cohorte de bénéficier des connaissances théoriques et pratiques en épidémiologie de terrain. Cette approche intégrée revêt une importance capitale dans un contexte où les maladies émergentes et réémergentes continuent de menacer nos communautés, notre économie et notre sécurité alimentaire. Vous êtes désormais les ambassadeurs du secteur de l'élevage sur le terrain. À ce titre, vous devez en tout faire preuve de professionnalisme, de rigueur et de probité morale. Reconnu comme épidémiologiste de terrain, cette 5e cohorte porte le nom de Alimatou Sirandou Diallo, secrétaire général du ministère de l'élevage, pour sa contribution de qualité au développement du secteur de l'élevage en Guinée. À Dabompa, les jeunes s'activent dans l'assainissement de leur commune. Ils viennent de lancer l'opération de nettoyage des points noirs de la localité. Reportage Aboubakar Junior Kamara. La jeunesse de Dabompa s'engage dans les opérations d'assainissement de leur quartier. Plusieurs artères de ce quartier sont assainies en prélude au lancement de la campagne pour les élections présidentielles. L'initiative est du bureau du conseil de quartier qui mobilise sa jeunesse autour des questions de citoyenneté. Nous voulons rendre notre environnement sain, propre avant les grandes campagnes qui arrivent. C'est-à-dire un environnement propre pour vraiment un esprit très sain. Depuis plus d'1 an, nous sommes sur ça et c'est ça que ça veut dire, nous le faisons. Être utile pour sa société est le seul motif de cette mobilisation des femmes qui veulent faire de Dabompa un quartier de référence en matière d'hygiène et de paix. C'est une très bonne initiative. On aime dire qu'est-ce que le pays a fait pour moi, mais nous disons d'abord qu'est-ce qu'on a fait pour notre pays. Et cet acte citoyen que monsieur le directeur général et monsieur le chef de quartier sont en train de poser aujourd'hui prouve à suffisance qu'on doit les accompagner. Les accompagner en termes d'équipement, les accompagner moralement et les accompagner financièrement. Ils le font avec leurs moyens de bord. Donc c'est quelque chose qui est encourageant et moi je pense qu'on doit les soutenir. Périodiquement, ces opérations d'assainissement seront organisées ici à Dabompa Plateau afin d'améliorer le cadre de vie des populations, histoire d'éviter des maladies provoquées par manque d'hygiène. Une autre vague de migrants regagne volontairement Conakry. Ces migrants viennent tous de Tunisie. Ils décident donc de venir participer au développement de la Guinée. Ils ont été accueillis par des cadres du ministère des Affaires étrangères. Alpha Issia Gaba. Au total, 32 migrants guinéens sont rentrés volontairement de Tunisie. Souvent confrontés à des situations de détresse, ils ont choisi de regagner leur pays d'origine. Nous sommes très contents parce que nous sommes quittés en Guinée. On ne savait pas que la Guinée allait devenir comme aujourd'hui. Mais l'image que nous avons vue dans les télés, à travers les réseaux sociaux, nous avons su que Mamadi Doumbouya, c'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a la conviction. Et l'image qu'il montre la Guinée ailleurs,
ça a fait une fierté pour nous. Là où on cherche, on voulait partir là. Notre pays est devenu comme là-bas. C'est à cause de ça on s'est retourné. À l'aéroport international Hamid Sékouré, ils ont été accueillis par des cadres du ministère des Affaires étrangères qui ont annoncé que des mesures d'accompagnement pour leur intégration sont déjà prévues. Ce sont les très hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous sommes là donc au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, qui nous a mandaté. Et ce pont aérien, c'est dans l'intérêt de nos communautés, ou en tout cas de toute la diaspora qui se trouverait en dehors du pays et qui souhaiterait rentrer librement au pays. Ces derniers temps, un nombre croissant de migrants guinéens optent pour un retour volontaire, des retours motivés par leur volonté d'accompagner le processus de refondation engagé en Guinée. L'école primaire Xavier de Tamara, localité des îles de Los, était confrontée à d'énormes problèmes d'équipement. Face à cette situation, les ressortissants de cette délégation scolaire de la commune de Kassa se sont mobilisés pour restaurer et équiper l'édifice, un geste salué par la communauté bénéficiaire. Reportage Kerfala Presse Camara, Moussa Naminakita. Des décennies après sa construction, l'école primaire Xavier de Tamara, localité relevant de la direction communale de l'éducation de Kassa, est confrontée aux problèmes de vétusté et au manque de tableau-banc. Face à cette situation, Alseni Bangoura, ressortissant de la localité, a porté un projet qui a abouti à ce don de tableau-banc et de feuilles de tôle pour restaurer l'édifice en guise de soutien à ses frères écoliers de l'île. Les défis au sein de l'éducation au niveau des insulaires, on sait que c'est énorme. Nous ne pouvons pas tout faire et l'État aussi non plus ne peut pas tout faire. Raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants des îles, en tant que bonne volonté, nous sommes associés pour pouvoir appuyer les autorités éducatives. La restauration de cette école est perçue comme un soulagement pour le personnel d'encadrement, mais surtout pour les parents d'élèves qui trouvent dans la démarche un geste qui doit être encouragé à travers un suivi sérieux des matériels mis à la disposition de la communauté. Toute la communauté n'est-ce pas très contente n'est-ce pas de ce geste, n'est-ce pas de ce don. L'entretien n'est-ce pas qui nous manque ici. Il faut l'entretenir n'est-ce pas à bon escient pour que dans l'avenir il ait le courage n'est-ce pas de faire autre chose de mieux que ça. Je remercie le donateur parce qu'il n'est pas fait pour toute personne d'offrir ces dons pareils dans une école qui est très loin de Conakry. Le donateur, en rapport avec ses partenaires, il envisage d'intervenir en appuyant d'autres localités des îles de Los dans un très proche programme de développement communautaire déjà planifié afin de participer pleinement à l'amélioration des conditions de vie de ces insulaires et surtout moderniser le cadre d'apprentissage dans les localités des îles de Los. Culture, les responsables de l'orchestre Bembea Jazz International ont récemment animé un point de presse à Conakry. Il était question de communiquer sur le lancement officiel des activités de célébration de la fin de carrière musicale de Sékou Bembea Diabaté, Diamond Fingers. Le compte-rendu avec Mikini Moussa Kamara, Kerfala Presse Camara. Diverses sommités du patrimoine culturel guinéen sont devant les professionnels des médias. Elle explique la nécessité d'accompagner la célébration de fin de carrière musicale du célèbre guitariste Sékou Bembea Diabaté, Diamond Finger de l'orchestre Bembea Jazz International. J'ai dit, j'ai tout donné pour le Bembea. Mais demain, quand je ne serai pas là, on verra toujours chanter Bembea. Donc je dis, j'aimerais, comme Dieu m'a donné la chance d'être compositeur, arrangeur, guitariste, chanteur, je dis, je vais faire autre chose. On appelle ça un plus. Parce qu'on dira demain, ah oui, en fin de compte, en dehors de Bembea, il a fait ça aussi. Pourquoi appelle-t-on Sékou Bembea Diamond Fingers? Eh bien, je peux vous le dire. J'étais à Lagos en 1977 lorsque Franco de Miyamor, Luambo Makiadi, devrait jouer avec l'orchestre national du Congo-Kinshasa et que Sékou devrait interpréter avec le Syrie Orchestre de Guinée des mélodies guinéennes, des rythmes guinéens. C'est là, par l'éclat de son jeu, la puissance de ses pincées,
sa folie meurtrière à la guitare qu'on l'a baptisé Diamond Fingers. On dit non, c'est pas possible, cet homme a des doigts en diamant. Attendu début 2026, cet événement sera marqué par une double dédicace d'albums. L'œuvre Mangué rend hommage au père de l'indépendance guinéenne, Ahmed Sékou Touré, premier président guinéen. Et l'album Merci au général, destiné au président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, bâtisseur de la Guinée nouvelle. En Guinée, c'est la première fois qu'un artiste fasse un double album où il y a l'album chant et l'album guitare. 100% guitare, 100% instrumental, où vous allez écouter des belles mélodies pour vraiment être dans l'authenticité de la culture de chez nous. Les organisateurs attirent l'attention des bonnes volontés afin de trouver deux toits pour Sékou Bembeya Diabaté et Sékou Logro, des figures majeures de l'emblématique orchestre Bembeya Jazz International. Sport, l'Arabie Saoudite accueille la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique qui regroupe une cinquantaine de pays du monde islamique. Notre pays, la Guinée, prend part aux 10 Jeux dans cette discipline, entre autres l'athlétisme, le judo, le karaté et le handball. Ici Agassila est notre envoyé spécial. Suivez. Cette rencontre sportive majeure du monde islamique a démarré par une cérémonie festive devant toutes les délégations présentes à Riyad avec pour porte-drapeau guinéen Fatoumata Balé, athlète. Durant 2 semaines, les athlètes venus d'horizons divers vont rivaliser chacun pour décrocher le maximum de médailles. Je suis très contente d'être là. C'est une nouvelle occasion de représenter la Guinée à l'international et bien évidemment, l'objectif c'est toujours le même, c'est de ramener une médaille et la plus belle, la médaille d'or. Donc on va tout faire pour y arriver et let's go, c'est parti. De son côté, le président du Comité national olympique a participé à l'ouverture de l'Assemblée générale de l'association islamique, au cours de laquelle plusieurs points ont été abordés pour le renforcement des relations du monde islamique à travers le sport. Nous ne venons pas pour venir. Nous venons vraiment pour prendre des médailles. C'est pour cela que nous avons fait les meilleurs. Nous avons tous qui ont travaillé, toutes les fédérations qui ont travaillé au niveau national, au niveau africain et au niveau mondial. À partir du 7 novembre jusqu'au 23, plus de 3000 athlètes venus de 57 pays participeront aux Jeux de la solidarité islamique, repartis sur 5 sites pour 21 disciplines, dont 2 parasportifs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Tangama. C'est dans la préfecture de Dalab comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la RTG.